Bienvenue à tous. Merci de vous être connectés sur ce webinaire intitulé Anatomie d'un hack cloud. L'idée aujourd'hui, c'est au travers de différentes parties, de vous montrer quelle est la surface d'attaque aujourd'hui qu'on rencontre, enfin, que nos clients rencontrent sur la partie cloud, de prendre un exemple au travers d'un acteur de hack qui est public, hein. Et puis derrière, de vous montrer quelles sont les best practices pour répondre à ces menaces, pour faire face à ces menaces. N'hésitez pas à poser vos questions sur la partie Q&A. Hugo, si tu peux passer rapidement les deux premiers slides. Pour ma part, je m'appelle Emmanuel Cabor, je suis Sales Engineer chez Checkpoint depuis bientôt, enfin, plus de 8 ans dans l'équipe Strategic Account. Et je laisse Hugo se présenter et continuer le reste de cette présentation. Merci Emmanuel. Bonjour à tous. Hugo Billière, je suis également Sales Engineer, donc avant-vente chez Checkpoint aux côtés d'Emmanuel. Je vous propose qu'on démarre tout de suite et qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'un acteur du hack qui cible spécifiquement des périmètres cloud et notamment cloud public. Mais avant de parler de cet acteur et de ses méthodes, on tenait avec Emmanuel à planter le décor et de parler de façon plus globale de la sécurité du cloud et notamment du cloud public. Alors, pour cette introduction, je me suis appuyé sur deux rapports. Premier rapport qui est un rapport de la société Thales qui date de 2023 et qui résulte du sondage de plus de 3000 professionnels de la sécurité et du cloud. Et le second rapport, c'est un rapport qui vient de chez nous, un rapport de Checkpoint, qui lui date de 2024 et qui a été produit à l'issue du sondage de plus de 800 professionnels de la sécurité et du cloud. Alors, à la lecture de ces deux rapports, le premier constat que l'on peut faire, c'est que l'usage du cloud pour les organisations, pour les entreprises, est de plus en plus critique. Dans ce sens, une des statistiques qui ressort du rapport de Thales, c'est que 75% des organisations qui ont répondu au sondage Thales estiment avoir au moins 40% de la donnée dans le cloud, de la donnée qui est chez leur fournisseur cloud, pardon, sensible. Ça veut dire que la donnée elle-même qui est stockée ou qui transite par ces fournisseurs cloud est sensible et critique pour les organisations. C'est une statistique qui est en hausse par rapport aux dernières années. Il y a de plus en plus de données sensibles donc qui est stockée sur ces environnements cloud. Pour appuyer cet aspect de criticité du cloud, j'ai pris une autre statistique de Thales qui indique que le nombre de fournisseurs cloud pour les organisations a également augmenté drastiquement sur les dernières années, notamment sur les 2 dernières années. Ça montre deux choses. Ça montre déjà, d'une part, que les entreprises investissent massivement vers le cloud pour migrer ou pour développer de toutes nouvelles applications, de tout nouveaux services, et également que ces environnements se complexifient, puisque plus on multiplie le nombre de fournisseurs cloud, et plus la complexité pour à la fois les gérer d'un point de vue opérationnel et gérer leur sécurité se complexifie également. Ce constat, il est partagé avec les professionnels du cloud et de plus en plus, ces professionnels considèrent que la sécurisation de ces périmètres cloud devient plus complexe à gérer. Alors, elle est plus complexe à gérer, entre autres parce que les entreprises ne consomment plus de la même façon les services cloud. Il y a quelques années, lorsque les entreprises migraient vers le cloud, essentiellement, elles exploitaient des services type infrastructure as a service et déployaient des machines virtuelles pour supporter des applications. Aujourd'hui, en 2024, lorsqu'une entreprise, lorsqu'une organisation consomme des services cloud, elle va utiliser des microservices, un maximum de services SaaS, exploiter également les capacités de containerisation qui sont apportées par le cloud. On va avoir de la consommation API, de plus en plus aujourd'hui, la consommation de services d'intelligence artificielle. Et tout ça, évidemment, ça apporte une couche de complexité sur les aspects de sécurité.
Ce risque, il est vraiment très concret pour les entreprises et lorsque Checkpoint interroge les entreprises en leur demandant si elles ont vécu un incident de sécurité sur les 12 derniers mois, 61% des entreprises répondent que oui, et peut-être fait un petit peu plus inquiétant, presque un quart de ces organisations ne savent pas répondre. Pour moi, ça illustre vraiment le manque de visibilité que peuvent avoir un certain nombre d'organisations sur ce qui se passe sur leurs différents fournisseurs cloud. Et cette visibilité, évidemment, elle est indispensable pour être en mesure d'apporter les besoins, d'apporter les mesures de sécurité, les politiques de sécurité qui sont nécessaires à ce type de périmètre, qui est bien spécifique. Ensuite, les typologies d'incidents, elles sont très variées. Ça va évidemment des traditionnels hackers et donc typologies d'incidents associés à de la malveillance à de plus en plus de problèmes liés à des mauvaises configurations. Il est difficile sur l'ensemble de ces périmètres cloud d'apporter des configurations qui soient conformes aux bonnes pratiques. Et d'ailleurs, ces bonnes pratiques sur les environnements cloud, elles ont tendance à évoluer très très vite. Heureusement, les entreprises sont de plus en plus conscientes à la fois de la criticité de ces environnements cloud et du risque auquel elles sont exposées. D'ailleurs, quand on leur demande, quasiment toutes les entreprises, toutes les organisations sondées considèrent être concernées par les volumes de risques associés au cloud, ce qui est plutôt rassurant. Mais en revanche, lorsqu'on s'intéresse à comment elles se protègent, quel est leur niveau finalement de maturité vis-à-vis de cette protection des environnements cloud, bah, on réalise qu'il y a encore du chemin à faire. Notamment, plus de 80% des organisations qui ont été interrogées par Checkpoint doivent passer par au moins 4 consoles d'administration différentes pour gérer les politiques de sécurité liées à leurs environnements cloud. Alors ça, c'est pour les meilleurs élèves, parce que pour les pires élèves, on va avoir plus de 10 consoles d'administration différentes pour s'assurer de la sécurité de ces environnements. Donc, en synthèse, on a dit tout à l'heure que les environnements cloud étaient nécessaires, il était nécessaire de les sécuriser. On a vu que les entreprises le savent, elles en ont conscience. Par contre, lorsqu'on s'intéresse à comment elles le font, on voit qu'on ajoute à nouveau par-dessus la sécurité opérationnelle pour la gestion de ces environnements cloud, on ajoute encore une complexité sur la sécurisation de ces périmètres. Une des solutions qu'on pourrait envisager pour protéger ces environnements cloud, ce serait de passer par une plateforme centralisée, consolidée, qui, euh, qui permette de rationaliser cette approche de sécurité sur l'ensemble des fournisseurs cloud, l'ensemble des tenants cloud également avec lesquels travaillent les organisations. Et notamment, il y a une typologie de solutions sur le marché qui existe et qui s'appelle CNAPP. Et CNAPP, ça veut dire Cloud Native Application Protection Platform. Alors, on en reparlera tout à l'heure. Emmanuel expliquera plus en détail à quel besoin spécifiquement ça répond. Pour le moment, vous pouvez visualiser ça comme une boîte à outils dans laquelle on va retrouver un ensemble d'outils qui permettent d'avoir de la visibilité sur les risques auxquels les organisations sont exposées au travers leur consommation de services cloud et d'apporter des solutions de protection concrètes de façon opérationnelle. Alors, ce qui est rassurant sur la statistique que vous voyez sur la droite de l'écran, c'est que la plupart des entreprises qui ont été interrogées par Checkpoint sont soit en train de considérer l'adoption de ce type de solution, soit sont déjà en train de l'implémenter et de l'exploiter. Donc, ce qui est plutôt un bon indicateur également. Maintenant, il y a encore un travail à faire, notamment de vulgarisation et notamment chez nous, chez Checkpoint, auprès de nos clients, puisqu'on voit qu'il y a à peu près 18% des entreprises qui soit ne sont pas familières avec ce type de plateforme, soit ne sont pas du tout intéressées par le déploiement de ce type de solution. Bon, je pense que le décor a été bien planté. Je me suis, au fur et à mesure des recherches pour ce webinaire, intéressé aux motivations des hackers. Finalement, pourquoi est-ce que le cloud est une cible de choix pour les hackers et pour les organisations malveillantes de façon générale? Donc la première raison, qui est peut-être la plus évidente, c'est qu'une infrastructure cloud, elle est par essence plus vulnérable qu'une infrastructure traditionnelle on-prem. Pour plusieurs raisons. Et déjà, la première raison, c'est que ces environnements évoluent très vite et ils sont très intégrés, très interconnectés avec des services cloud tiers. Typiquement,
ces intégrations, à partir du moment où une vulnérabilité se glisse derrière une solution tierce intégrée, eh bien, c'est une porte d'entrée, une porte d'accès facile à exploiter pour des hackers. L'autre raison, c'est que les ressources de calcul dans un environnement cloud, elles sont très facilement extensibles. On a littéralement un data center au bout du clic, ce qui permet assez facilement pour un hacker qui aurait infiltré une infrastructure de sa victime de déployer des services, des machines virtuelles, autant qu'il le souhaite, tant que ça n'est pas détecté par la victime, bien sûr. Et puis ensuite, bah, finalement, concrètement, qu'est-ce qu'ils vont faire ces hackers sur ces environnements cloud? Bon, ils ont plusieurs motivations en général, plusieurs mobiles. Euh, on pourrait envisager par exemple que leur motivation, ce serait de couper les services d'une entreprise, peut-être pour nuire à son activité, peut-être pour une demande de rançon, typiquement, dans l'objectif de monétiser finalement leur capacité de hacking. Ensuite, on va avoir les traditionnels vols de données, peut-être pour les revendre sur le dark web, ou bien pour faire payer une rançon à leurs victimes. Mais tout ça, ces deux objectifs, ils présentent une limite dans la façon dont ils peuvent générer du profit pour les hackers. Et avec le cloud, et ça me permettra de faire le parallèle avec mon deuxième point sur la gauche, donc les ressources de calcul extensibles avec le cloud, euh, le, le- 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 la capacité, ils vont se poser et s'interroger sur la façon dont ils peuvent monétiser, en s'appuyant sur ces ressources de calcul extensibles, leur hack. Et notamment, ils vont pouvoir réaliser des actions de type crypto-minage. Et c'est justement le sujet du jour, donc ça tombe bien. Et j'y viens tout de suite. Alors, le crypto-mining, crypto-minage, hein, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, pour répondre à cette question, j'ai demandé à ChatGPT. Et voici la définition. Alors, le crypto mining, ça consiste à exploiter les ressources d'ordinateurs ou de serveurs pour résoudre des problèmes mathématiques qui permettent de valider les transactions de crypto-monnaies. Vous avez peut-être déjà entendu parler de blockchain, pour recevoir des récompenses en retour. La plupart du temps, ces récompenses, ce sont directement des crypto-monnaies. Et là, vous voyez, vous faites rapidement le rapport avec la monétisation, finalement, d'une opération de type crypto mining. Quand on veut faire du crypto mining, il y a deux options. La première que j'ai appelée l'option A ici dans le cadre du webinar, elle est simple. Elle consiste à utiliser ses propres ressources, soit des ressources physiques dont on aurait fait l'acquisition, ou des ressources cloud dont en général on fait plutôt la souscription. Si on le fait à la maison, on va pouvoir utiliser typiquement ce qu'on appelle un rig de minage. Ça peut ressembler à ce que vous voyez à l'écran, notamment avec un ensemble de cartes graphiques qui sont fichées. Euh, et rapidement se pose la question de la rentabilité de ce type d'opération. Parce qu'on a un coût qui est directement associé à- au matériel, la location ou l'acquisition, et un coût qui est non négligeable, qui est plutôt relatif à la consommation d'énergie électrique pour faire tourner ces systèmes. Et rapidement, quand on se pose la question de la rentabilité, entre en jeu également la valeur que l'on peut produire via le crypto mining en crypto-monnaie. Et très souvent, elle est extrêmement variable puisqu'elle dépend du cours qui, lui, est volatile de la valeur de la crypto-monnaie qui est minée. Il y a une autre option qui, elle, est beaucoup plus rentable et qui est le choix des hackers en 2024, que j'ai appelé ici option B, qui est très simple, qui consiste à utiliser les ressources de quelqu'un d'autre à son insu. Et ça s'appelle le cryptojacking. Et ça, vous l'aurez bien compris, en termes de rentabilité, c'est inégalable, évidemment, puisque l'ensemble des coûts sont supportés, sont portés par les victimes des hackers. Bon, le cryptojacking, en quelques étapes, vous verrez, c'est assez simple. Comment est-ce que ça se passe? Déjà, comme pour n'importe quel malware, les attaquants vont se poser la question de l'infection de leurs victimes. Comment est-ce qu'on va réussir à déployer le logiciel malveillant sur le serveur de la victime? Ensuite, c'est assez simple, il y a juste une exécution du logiciel malveillant chargé du minage. Le minage peut commencer, donc le logiciel va commencer à exploiter l'ensemble des capacités de calcul CPU et ou GPU pour réaliser cette action de minage. Et ensuite, de façon programmée,
depuis le poste de la victime, le logiciel de crypto mining va réaliser un virement vers le wallet, vers le portefeuille des hackers ou du groupe de hackers. Après, tant que la victime n'a pas identifié qu'il y avait un cryptojacking en cours sur le périmètre, eh bien, on va pouvoir continuer, les hackers vont pouvoir continuer à engranger des profits. euh, et finalement, c'est une opération qui peut s'avérer assez rentable. Alors, comme je le répète depuis tout à l'heure, assez rentable pour évidemment les hackers. En revanche, il est légitime maintenant de se poser la question des coûts, de l'impact concret que ça peut avoir pour une entreprise, notamment dans un contexte cloud public. Alors, j'ai trouvé une statistique que j'ai trouvée, qui me semblait pertinente sur le site de Sysdig, qui estime que pour un attaquant réalise un bénéfice de 1 $, pour que l'attaquant gagne 1 $, la victime, donc l'organisation, dans notre exemple, dont le cloud serait vulnérable, va réaliser une perte de 53 $. Ce qui peut s'avérer rapidement conséquent quand on sait évidemment les volumes dont on peut parler dans un environnement cloud. Donc, au-delà de ce coût qui est peut-être un petit peu évident, bien sûr, derrière, il peut y avoir des coûts associés à la perte complète ou à la dégradation partielle des services. Parce que oui, si le crypto mining consomme des ressources qui étaient supposées être utilisées pour faire fonctionner une application, eh bien potentiellement cette application ne pourra plus fonctionner correctement. Donc il peut y avoir une perte associée à ça. Et l'autre coût qui me semblait particulièrement intéressant de notre cas, c'est l'ensemble des coûts indirects qui sont liés à ce type d'attaque. Et notamment, le coût indirect qui m'intéresse ici, c'est le coût qu'on a appelé effort de nettoyage, qui consiste à, une fois que la victime identifie un cryptojacking sur son périmètre cloud, se débarrasser de l'ensemble des configurations qui ont été réalisées de façon malicieuse par les hackers et s'assurer qu'il n'y a pas de porte dérobée pour que les hackers soient capables de revenir mener à bien leur action de cryptojacking sur le périmètre. Et ça, c'est un coût, alors essentiellement, je pense, en ressources humaines qu'il ne faut pas négliger. Alors, à présent, je pense que l'introduction a bien permis de comprendre l'enjeu autour de la sécurité du cloud. Vous aurez compris également que le cryptojacking, c'est un sujet qui est émergent avec la consommation croissante par les entreprises du cloud. Ça représente une véritable opportunité pour les hackers. Et maintenant, je vous propose qu'on parle plus spécifiquement du groupe de hackers qui ne fait que du cryptojacking sur des environnements cloud publics et qui s'appelle Weevil. Alors, qui est Weevil? Weevil, c'est une organisation indonésienne qui va être essentiellement opportuniste. C'est-à-dire ils ne vont pas cibler des organisations spécifiquement, ils vont plutôt aller chercher quelles sont les organisations qui, selon leurs critères, sont plus vulnérables. Évidemment, leur mobile, c'est un mobile qui est principalement financier, le cryptojacking étant leur méthode principale d'action. Et en termes d'expertise, ils vont se concentrer sur des périmètres AWS, donc ils vont se focaliser sur les tenants AWS des organisations, toujours pour faire du crypto mining. Et autre particularité qu'a Weevil et qui leur a notamment permis de donner ce nom à ce groupe, Weevil, c'est l'utilisation essentiellement d'interfaces graphiques pour l'essentiel de leurs actions techniques sur les périmètres des victimes. Pour détailler le modus operandi de Weevil, j'ai récupéré le framework, les étapes du framework Mitre. Comme ça, vous ne serez pas dépaysés. Et on a découpé l'attaque en 6 étapes principales. La première étape, pour Weevil, c'est une étape de reconnaissance. Et l'objectif ici, pour eux, c'est de récupérer des clés d'accès ou des couples identifiants mot de passe pour accéder à des tenants AWS. Pour ça, il y a deux moyens qui sont très efficaces. Le premier, ça consiste à éplucher les fichiers de code qui sont publiés sur les applications de partage de code telles que GitHub ou Pastebin. Et le deuxième moyen, ça consiste à exploiter des vulnérabilités connues, telles que celles que vous voyez à l'écran qui concernaient GitLab, qui permettent, entre autres,
ici dans cet exemple en tout cas, de prendre contrôle à distance d'un repository GitLab pour pouvoir, eh bien, à la fin, identifier des clés d'accès sur des tenants AWS. À partir du moment où Weevil a identifié une clé d'accès, ils vont pouvoir l'utiliser pour se connecter de façon tout à fait traditionnelle à la console de management AWS que certainement beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Mais ils vont aussi utiliser un autre client lourd qui s'appelle S3 Browser, qui est disponible directement sur Internet. C'est un outil open source qui est très pratique parce qu'il permet d'explorer des services S3 sur un tenant AWS et aussi parce qu'il permet de réaliser des actions d'administration sur les permissions IAM AWS. Ce qui sera, vous verrez, assez pratique pour les étapes qui suivent. À partir du moment où Gwevil a pris possession de ces identifiants et a pu se connecter sur les différentes consoles d'administration du tenant AWS, ils vont réaliser un scan de la plateforme qui aura deux objectifs principaux. Le premier objectif, c'est de bien comprendre comment la victime organise ses permissions AWS IAM, donc les autorisations, les règles de nommage à la fois pour les autorisations et pour les noms des utilisateurs. Le but sera plus tard de se fondre dans la masse lorsqu'ils vont modifier leurs propres utilisateurs et leurs propres autorisations, et d'avoir une bonne compréhension globale de la façon dont leurs victimes consomment les services cloud AWS. Tout ça, alors c'est bien évidemment pour déclencher leur attaque par la suite, mais aussi ça aura comme conséquence pour eux d'augmenter leur capacité à mieux s'adapter et maintenir leur présence une fois qu'ils auront été détectés par leurs victimes sur le scope et être en capacité de reproduire des actions de cryptojacking même après avoir été détectés par leurs victimes. Maintenant que Weevil a une bonne compréhension des permissions et de l'ensemble des rôles utilisateurs IAM sur le tenant AWS de la victime, ils vont essayer de réaliser une élévation de privilèges de façon assez classique, mais cette fois-ci uniquement en passant par les ensembles de permissions IAM de AWS. Alors, ils ont la possibilité bien sûr de créer des utilisateurs IAM sur le tenant AWS, mais en général, pour éviter de remonter des alertes auprès des équipes opérationnelles de leurs victimes, ils vont plutôt préférer l'utilisation d'utilisateurs qui existent déjà sur le tenant et qui ont été créés par la victime. Ensuite, ils vont attribuer à ces utilisateurs des droits d'accès à la console AWS, notamment pour des actions de management, et utiliser notamment ce qui s'appelle des login profiles. Alors, malheureusement, au vu de la façon dont sont conçus et construites les systèmes de permission IAM sur les tenants AWS des organisations, il n'est pas toujours nécessaire pour Weevil de modifier les systèmes de permission ou de réaliser des élévations de privilèges particulières sur les tenants AWS de leurs victimes. Euh, En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le moindre privilège, le principe de moindre privilège, celui dont on parle même sur les périmètres on-prem, n'est pas toujours très bien appliqué sur les environnements cloud et cloud, notamment sur AWS. Donc Emmanuel reviendra tout à l'heure sur ce besoin essentiel d'avoir une bonne visibilité, une bonne compréhension des permissions IAM et d'assurer le principe systématiquement de moindre privilège. Ensuite, évidemment, dans un but de persistance, Weevil va chercher à maintenir deux niveaux d'accès sur les environnements de leurs victimes. Le premier niveau d'accès, c'est un niveau d'accès de management sur la console AWS de la victime pour pouvoir à nouveau faire des modifications de rôle IAM, pour pouvoir gérer le, la création de machines virtuelles dédiées plus tard au cryptojacking, et un niveau d'accès plutôt technique directement sur ces instances de machines virtuelles qui servent au minage. Et donc là, on va parler d'accès technique plutôt standard au travers notamment du SSH, une authentification par clé. Et enfin, on a presque terminé la chaîne d'attaque. Weevil va s'intéresser au service Amazon EC2, Elastic Cloud Computing,
qui permet de lancer des machines virtuelles directement sur le tenant AWS des victimes. Et là, je me suis intéressé aux quatre typologies d'instances qui sont en général déployées par Weevil. J'ai regardé aussi leur coût horaire, leur taux horaire sur la plaque Irlande, et je me suis amusé à faire un calcul en cas de minage pendant une année complète du coût que ça pourrait représenter pour la victime. Pour la machine la moins onéreuse, vous voyez qu'on a un coût annuel d'environ 15 000 dollars. En revanche, pour les machines les plus onéreuses, on tourne à autour de 230 000 dollars par an. Ce qui est assez conséquent. Il faut quand même garder à l'esprit que l'objectif de Weevil, c'est de ne pas être repéré. Et là, bien sûr, lorsque je vous affiche ces coûts, il s'agit de coûts qui se retranscrivent pour les victimes dans leur facture AWS, dans leur facture de souscription à Amazon. Ensuite, ces machines, elles vont avoir quelques critères en commun, quelques paramètres en commun. Le premier, c'est que les services Amazon CloudWatch, donc de monitoring de ces instances, est en général désactivé pour ne pas remonter d'alerte auprès des équipes opérationnelles de l'organisation victime. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on maintient des accès SSH sur ces instances pour réaliser des actions d'administration et notamment le déploiement d'applicatifs malveillants et l'accès à Internet qui est indispensable pour ces machines, puisque pour faire du minage, on a nécessairement besoin d'accès à Internet. À partir du moment où ces critères-là sont respectés par la machine virtuelle qui est déployée par Weevil, il ne reste plus qu'à Weevil d'installer le logiciel de minage. C'est un logiciel qui est complètement open source, qui est disponible sur Internet, qui s'appelle XMRig, qui est bien pratique parce qu'il permet à la fois d'utiliser des ressources CPU ou GPU sur des serveurs ou des ordinateurs. Or, dans un périmètre cloud, en général, on va plutôt s'intéresser à l'exploitation de capacités CPU pour le minage, ce qui est bien plus pratique. Et voilà, donc toute la chaîne est complétée. Il ne reste plus qu'à exécuter l'applicatif XMRig. En une seule ligne de commande, c'est assez simple. Et à partir de là, le logiciel va commencer à exploiter les ressources de la machine virtuelle et envoyer à intervalles réguliers, de façon programmée, un virement de la crypto-monnaie qui a été choisi par Weevil vers le wallet de crypto-monnaie de Weevil. Voilà, donc maintenant que toute la chaîne a été décrite, je voulais vous faire part de nos remarques avec Emmanuel, des observations qu'on a faites, parce qu'elles montrent un tournant quand même entre les typologies d'attaques qu'on retrouvait sur des périmètres on-prem, maintenant que les attaques vont avoir tendance à de plus en plus cibler le cloud. Lorsqu'on parle de Weevil, la première chose qui saute à l'œil, c'est qu'à aucun moment dans la chaîne d'attaque, Weevil n'utilise de logiciel à proprement parler malveillant. Vous avez vu l'ensemble des logiciels qu'on a évoqués, ce sont soit des interfaces qui sont directement mises à disposition par AWS, soit des interfaces qui, elles, sont téléchargeables via Internet et développées sur un modèle open source. Ensuite, à aucun moment il y a eu besoin, et c'est dans la même lignée, de scripting ou d'automatisation pour faciliter le travail de hacking de Weevil. En fait, l'essentiel de l'expertise de Weevil, elle se situe dans la maîtrise des fonctionnements IAM propres à AWS et dans leur capacité à exploiter au maximum les vulnérabilités associées au modèle IAM de leurs victimes. Donc, à partir du moment où on a fait l'ensemble de ces constats, je vais passer la main à Emmanuel pour qu'il puisse nous expliquer comment, avec les moyens modernes, on peut se prémunir de ce type d'attaque, de ce modèle d'attaquant comme Weevil. Donc, Emmanuel, eh bien, je te passe la main. Merci Hugo. Donc effectivement, l'exemple est assez intéressant, hein, et ça va me permettre d'illustrer derrière qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place et à quel niveau il faut mettre de la sécurité en place. Donc si on reprend l'image du cloud, hein, on voit qu'il y a on va retrouver plusieurs vecteurs d'attaque. Le premier vecteur d'attaque, ça va être la partie frontale. Donc effectivement, les applications sont accessibles depuis l'extérieur pour tout type j'allais dire de sources.
Ça va être des utilisateurs, ça va être des applications mobiles, mais ça va être également les applications SaaS qui vont se connecter et qui vont enrichir, qui vont échanger de l'information avec les applications qu'on héberge dans des environnements cloud publics. Et puis du côté de l'autre côté, donc de la partie service, ben, on va retrouver toutes les équipes DevOps qui développent et qui déploient les applications. Toute la partie partenaire, contractor, pareil, qui vont avoir accès à ces applications et les interconnexions avec les data centers traditionnels, pour faire les mises à jour, pour donner de l'information, les données, ainsi de suite. Donc une fois qu'on a ça, derrière, on regarde les risques. Donc Hugo les a listés, les risques, on va retrouver les risques qu'on connaît. Tu peux afficher le slide en entier, là, Hugo. Donc sur la partie frontale, tout ce qui va être SQL injection, tout ce qui va être on va retrouver les attaques de type OWASP Top 10. Et puis l'utilisation des ressources exposées, qui est, j'allais dire, le principal vecteur. C'est que effectivement, c'est facile d'aller récupérer de l'information ou d'avoir accès aux ressources à partir du moment où elles soient exposées directement sur Internet. Sur la partie service, principalement, ça va être l'utilisation de comptes d'administration ou de rôles qui seraient volés. L'accès par des contracteurs ou des personnes qui seraient non autorisées à accéder aux applications. Et puis le dernier vecteur d'attaque, un des derniers vecteurs d'attaque, c'est l'accès par des malwares qui seraient sur des postes qui sont infectés sur les infrastructures. Donc ça, c'est les deux parties, j'allais dire, les deux parties qu'on a l'habitude d'adresser. Et puis la troisième partie, sur le slide suivant, c'est tout ce qui va être à l'intérieur même des environnements cloud. Et donc là, sur les environnements cloud, comme l'a dit Hugo, on va retrouver un certain nombre de sources de compromission, notamment au travers des secrets qui seraient exposés sur Internet, des rôles qui sont définis par défaut, ou qu'il est très complexe de comprendre parce qu'on va avoir des imbrications de rôles sur les composants qui sont hébergés sur les clouds publics, de la donnée sensible qui est hébergée sur les clouds, des composants applicatifs qu'on utilise qui sont soit issus d'open source, soit qu'on aurait même développé en interne, qui potentiellement peuvent contenir des vulnérabilités au travers de CVE qui sont soit déjà connus ou qui sont encore inconnus. Et puis tout ce qui va être service qui serait directement exposé. Alors ça va avec le dernier point, soit au travers d'une mauvaise configuration de ces services, soit au travers tout simplement d'une mauvaise configuration, d'un mauvais codage de l'application en elle-même. Donc ça, c'est au travers du cloud. Donc si on passe sur le slide suivant, on voit qu'effectivement, il y a un certain nombre, il y a des centaines de risques qui peuvent être hébergés à un instant T, qui peuvent être présents sur un environnement cloud. Et malgré tous les efforts qu'on produit, on voit que ces risques-là, même si on commence à les corriger, comme l'environnement cloud, c'est un environnement qui est très dynamique, on voit que en corrigeant des services, le fait de rajouter des services supplémentaires va apporter d'autres risques, d'autres vulnérabilités. Et au final, on se retrouve un peu dans un cercle vicieux où globalement, on est un peu à la course entre l'identification, la résolution de ces vulnérabilités et puis le déploiement des services qui en apportent aussi de manière quotidienne. Donc voilà ce à quoi on doit faire face. Donc pour ça, il y a différents... pardon. Donc oui, effectivement, on retrouve des applications qui sont exposées sur Internet, potentiellement qui ont une vulnérabilité. Typiquement, on a eu l'exemple très récemment avec Log4j. Donc une fois que le hacker a accès à la ressource et au travers des permissions qui sont associées à cette ressource, qui sont la plupart du temps trop permissives, le hacker va pouvoir avoir accès aux informations qu'il souhaite. Et donc, soit voler de la donnée, soit exécuter du compute pour faire du crypto mining, comme l'a montré Hugo précédemment. Si on passe au slide suivant. Donc, les mécanismes et les moyens qu'on va mettre en œuvre, globalement, nous, on en
des nombres 3 aujourd'hui. La première partie, c'est sur la partie frontale, on va retrouver l'utilisation de composants de type Web Application Firewall. Alors, ce n'est pas un composant qui est nouveau en tant que tel, hein, parce que les WAF, ce sont des choses qui existent, des outils qui existent depuis de nombreuses années maintenant. Par contre, il faut qu'ils soient adaptés aux environnements cloud. Et donc, comment on va adapter ces solutions aux environnements cloud? D'une part, il faut que ce soit des solutions qui soient très dynamiques, qui aient des capacités de prévention non plus basées sur des bases de signature. Alors, on va retrouver quand même des bases de signature, hein, mais surtout sur des mécanismes de prévention basés sur du machine learning et de l'intelligence artificielle, hein. L'idée étant que plutôt que de définir une politique de filtrage web, j'allais dire statique, le WAF va devoir avoir un apprentissage de nos applications, de vos applications web, pour pouvoir déterminer un comportement applicatif standard et normal, et donc pouvoir identifier par la suite des accès qui seraient non conformes à ce qui a été appris et défini en tant que comportement normal. Le deuxième composant à mettre en place, c'est la partie, j'allais dire, plus traditionnelle, c'est la partie Network Security. On va retrouver ce composant parce que bien évidemment, les ressources, il faut les protéger. Et aujourd'hui, la protection passe également par cette partie Network Security. L'idée, c'est d'empêcher un maximum au travers de solutions qui vont apporter la partie Threat Prevention, de pouvoir protéger au maximum, déjà avoir ce premier niveau de protection, ce second niveau de protection sur les ressources qui sont hébergées dans les environnements cloud. Si on passe au slide suivant, on voit que la partie network périmétrique doit apporter également, doit s'adapter aux environnements cloud. Tout simplement parce que les environnements cloud sont très dynamiques, bougent tout le temps. Et donc l'idée, c'est que la sécurité périmétrique doit permettre de respecter ça. Il ne faut pas que ça soit un frein. Donc pour ça, on va déployer des solutions de sécurité périmétrique qui vont avoir cette même agilité, cette même élasticité liée aux environnements cloud, pour que derrière, on puisse apporter ce niveau de sécurité de manière complètement adaptée aux environnements cloud. Bien évidemment, il faut que ce soit également toujours à jour et facile à déployer et complètement intégré aux environnements cloud, alors que ce soit cloud privé ou cloud public ou cloud hybride. Et le dernier composant qu'on va pouvoir également intégrer, c'est la partie Synapse. Alors, vous l'avez entendu au travers depuis le début de la présentation, il y a beaucoup d'acronymes. Et le Gartner ne nous facilite pas la tâche avec ça, parce que on parle ici de Synapse. On va parler, vous allez le voir, de CSPM, de CWPP et tout un tas de choses. Malheureusement, ce sont des acronymes qu'il faut connaître. Et on verra que derrière, ça répond à un certain nombre de risques. Et donc, si on regarde la partie Synapse, derrière, sur le slide suivant, on voit qu'il y a globalement, il y a 6 modules. Donc, le premier module, c'est j'allais dire, c'est le module CSPM. C'est celui qu'on rencontre le plus couramment chez nos clients. Ce module-là, sa principale action, c'est de faire quoi? C'est de faire un état des lieux, des risques qui sont présents sur vos infrastructures au travers de l'analyse de l'ensemble des services que vous avez déployés et de la configuration qui est appliquée. C'est-à-dire qu'on va être capable de détecter que, par exemple, vous avez une unité de stockage qui est déployée sur un environnement cloud public, qui est non chiffré et publiquement exposé sur Internet. Donc ça, potentiellement, c'est un risque important, un risque majeur. On va vouloir l'identifier. Le deuxième composant, c'est c'est le composant DSPM, donc tout ce qui s'attache à la donnée. On va s'assurer au travers de son composant que nos données sensibles sont correctement identifiées et qu'elles ne transitent pas vers l'extérieur, vers des destinations ou des sources qu'on n'aurait pas, nous, clairement autorisées. Troisième composant, c'est le composant SIEM. Le composant SIEM, c'est la capacité qu'on va avoir d'analyser les rôles et les privilèges qui sont donnés à nos ressources et à nos utilisateurs sur les environnements cloud
pour s'assurer que pour s'assurer de la notion de liste privilège. L'idée, c'est de définir des rôles et des autorisations avec les privilèges nécessaires et suffisants sans donner des privilèges supplémentaires qui seraient inutilisés par ces composants applicatifs. Typiquement, si un composant applicatif doit avoir accès à une ressource qui est sur une unité de stockage, on ne voit pas pourquoi cette application aurait également le droit de provisionner des ressources de compute. Ça ne fait pas de sens, ce n'est pas son rôle, donc on va identifier cette mauvaise configuration de rôle et on va, dans la mesure du possible, au minimum alerter les administrateurs et idéalement, automatiquement supprimer les rôles trop permissifs. CWPP, toujours dans les acronymes barbares, c'est le composant qui va nous permettre d'analyser et de sécuriser tout ce qui va être workload, donc les containers, tout ce qui va être serverless, tout ce qui va être autour des API. L'idée, c'est de la même façon, hein, on va détecter sur ces environnements que déjà on exécute des environnements applicatifs qui proviennent de stores qu'on a nous trustés, que ces environnements applicatifs ne comportent pas de vulnérabilité, ou en tout cas s'ils comportent des vulnérabilités, qu'on les ait identifiées et qu'on en limite l'exploitation. Voilà, donc ça c'est le principal rôle de ce composant-là. Code Security, c'est un composant qui devient de plus en plus important, notamment avec les équipes DevOps, DevSecOps qui déploient des applications as code pour des questions d'agilité et de time to market qui sont beaucoup plus courts. Donc l'idée, c'est de s'assurer que ces codes de déploiement d'applications n'apportent pas des vulnérabilités, soit au travers de déploiement de composants qui seraient vulnérables, soit au travers de configuration de ces composants qui autoriseraient des accès à risque aux applications ou aux infrastructures. Donc voilà, donc le code security, c'est le composant qui va être important. Et le dernier, j'allais dire, c'est un peu celui qui chaperonne le tout, c'est le CDR, donc la capacité qu'on va avoir de détecter ces vulnérabilités et d'appliquer des réponses de correction ou d'alerting par rapport à ça. Donc j'accélère un peu parce que le temps file relativement vite. Donc je reprends le cycle d'attaque de Hugo et on voit que derrière chaque étape, on va avoir des composants qui vont être applicables. Alors globalement, je ne vais pas tous les détailler, hein, mais globalement, on voit que la partie CSPM, donc analyse de la conformité de la configuration des services sur le cloud, globalement, on va le retrouver partout, comme la partie CDR, XDR, donc détection and response sur les environnements cloud et plus largement sur tous les environnements, hein, composants applicatifs. Et puis sur certaines étapes, on va retrouver des composants complémentaires comme l'analyse des rôles pour avoir des rôles, pour identifier les rôles trop permissifs, l'analyse du code, ce qu'on appelle les vulnerability assessment, donc d'analyser le risque au travers de vulnérabilités qui seraient exposées sur Internet. Donc voilà, donc l'idée ici, c'est que vous voyez, il y a tous les composants, on va les retrouver sur différents niveaux, et c'est ça qui est intéressant au travers de l'exemple d'Hugo et de Gouiville, c'est qu'on voit que pour ce type, et c'est l'exercice qu'on avait fait ici, pour ce type d'attaque, en fait, on va appliquer des mécanismes de défense à chaque étape pour s'assurer que, in fine, l'attaque puisse alors, idéalement ne pas se produire, et si elle se produit, le plus tardivement possible, pour nous laisser, nous, le temps d'avoir la chance de détecter cette attaque et surtout de pouvoir y répondre par des mécanismes d'automatisation de réponse. Donc bien évidemment, vous voyez à travers tout ça, c'est que les composants, tu peux afficher tout le slide, Hugo. Les composants, les déploiements qu'on fait sur les environnements cloud apportent des risques. Et l'idée, c'est que on va minimiser, on va essayer de minimiser ce risque le plus tôt possible dans le cycle de développement d'une application. Donc là, j'ai repris les 3 cycles, hein, la partie codage,
déploiement et exécution d'une application. Et là, de la même façon, déjà sur la partie codage, on va mettre en place des mécanismes qui vont permettre d'identifier les risques et potentiellement de les corriger à la source même. Donc ça va être analyse des librairies ou des applications qui vont être utilisées, analyse de la configuration des composants applicatifs qu'on va déployer, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est fait au niveau du code. Sur la partie déploiement, de la même façon, ben, on va apporter des mécanismes de sécurité qui ne seront pas les mêmes, qui seront complémentaires. Donc pour s'assurer qu'une fois que l'application une fois que l'application est déployée, eh ben, on ne va pas apporter des risques supplémentaires et en tout cas, on va les détecter et les corriger au plus tôt. Et puis sur la partie, j'allais dire, courante, run, bah, de la même façon, on va mettre en place des mécanismes pour détecter ces vulnérabilités. Typiquement, on va être capable de détecter que des EC2, donc des services de compute, vont être démarrés de manière inappropriée, avec des configurations qui ne sont pas celles qu'on a définies dans les standards. Et donc, le fait de pouvoir détecter ça, bah, ça va nous permettre, nous, d'appliquer des actions de correction juste derrière. Slide suivant. Donc très rapidement, parce qu'il faut en parler, hein, c'est complètement aligné avec la stratégie de Checkpoint. Tu peux passer le slide suivant. Donc nous, on parle de Synapse Plus. Synapse Plus, c'est quoi? Bah, c'est ni plus ni moins que la même chose que Synapse, si ce n'est que nous, l'ADN de Checkpoint, c'est la prévention. Donc dans l'ADN, on apporte la prévention à tous les niveaux. Donc, au travers d'une offre qui est complète, hein, qui est l'addition des trois composants qui sont le WAF, la partie Synapse avec la partie Prevention, et puis la Network Security, qui est un peu l'ADN de Checkpoint, hein, qui est un peu la source de toutes nos solutions. Et donc, si on passe au slide suivant, pareil, un slide où vous voyez, on ne va pas détailler, mais vous voyez l'ensemble des fonctions sur chacun des segments qui sont disponibles. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez, c'est que nous, on fournit une plateforme unifiée qui va permettre de gérer l'ensemble de ces briques de sécurité et surtout d'avoir une vision globale de l'ensemble des risques et de pouvoir adresser derrière les actions de remédiation manuelles ou automatiques, hein. Après, c'est à vous de voir ce qui est intéressant de mettre en place en fonction de la criticité de vos applications. Et tout ça de manière très simple, sans agent, pour la partie intégration sur vos environnements cloud aujourd'hui. Donc, si on résume ce webinaire, on voit que effectivement, sur les environnements cloud, la surface d'attaque est très large, beaucoup plus large que ce qu'on a l'habitude de rencontrer aujourd'hui sur les data centers, tout simplement parce qu'on utilise des services qui sont publics, avec des configurations qui sont, j'allais dire, par défaut, ouvertes vers l'extérieur. Donc ça, il faut pouvoir les adresser. Que la sécurité périmétrique traditionnelle n'est pas suffisante. Il faut adresser la sécurité du cloud sur les trois niveaux qu'on a détaillés juste avant. Et que, j'allais dire, le mot d'ordre qui est important, hein, c'est que il faut savoir adresser la sécurité by design dans le cycle de développement des applications. Et donc, au plus tôt on va intégrer les composants applicatifs, enfin les composants de sécurité dans le développement d'une application, j'allais dire, au plus tôt vous allez définir une application qui est sécurisée by design, et vous allez en tout cas limiter les risques par la suite quand les applications vont être déployées sur les infrastructures cloud. Donc je pense qu'il nous reste 2-3 minutes et il nous reste quelques minutes pour répondre à vos questions que vous allez taper que vous allez saisir dans la partie Q&A si vous en avez, bien évidemment. Juste slide suivant pendant que vous tapez vos questions pour vous rappeler il y a 2 webinaires qui vont suivre celui-ci. Le prochain, c'est jeudi. Ce jeudi, sur la partie comment sécuriser et protéger vos environnements, vos applications SaaS. Donc ça, c'est jeudi à 11 h. Et le second, qui est autour d'Harmony SASI, comment vous accompagner dans votre approche ZTNA. Et ça, ce sera le 4 juillet à 11 h.
Merci de nous avoir écoutés et puis à votre disposition si vous avez des questions.